Donc, autre Filiconi 74. Donc là, on est bien plus tard, on est en 1526-1527. Et c'est la scène, cette fois-ci, d'Andrea del Sarto, immense peintre de la Renaissance. Donc, deuxième période de la Renaissance, puisqu'Andrea del Sarto meurt en 1530, donc 3 ans après la finalisation de ça. Et c'est dans un endroit qui s'appelle le Ceracolo di San Salvi. San Salvi est un monastère à l'est de Florence, qui était à l'époque quasiment à la campagne, qui aujourd'hui est inclus dans la ville, mais et qui est donc et donc je vous expliquerai un certain nombre de choses autour de ça. Et donc vous allez voir la différence fondatrice. Là, on est chez Ghirlandaio, et hop, là on passe chez chez Andrea del Sarto. Et donc vous allez voir qu'on est dans une scène qui est totalement différente, qui est une scène où il n'y a absolument plus aucun objet symbolique, et où donc la question de la dramaturgie va se passer d'une autre manière, avec un certain nombre de citations par rapport à la scène de Léonard de Vinci, mais d'une toute autre manière, beaucoup plus tenue que chez Léonard de Vinci. Et donc on est sur un objet qui a été... Alors l'objet a été commandité à Andrea del Sarto, a été commandité en 1511 pour un nombre de raisons incalculables, notamment de problèmes politiques. Andrea del Sarto ne réalisera l'objet que entre 1526 et 1527, et il le réalisera, chose assez... Et ben voilà. Chose assez étonnante, il le réalisera en... Mais c'est très bien, la lumière est parfaite comme ça. Il le réalisera en 46 jours, qui est un temps qui est extrêmement court pour réaliser cet objet. Si, je veux bien un tout petit peu plus de lumière, parce qu'en fait, j'y vois plus rien, moi. J'y vois vraiment plus rien. Mon grand âge. Ah oui, voilà, si, merci. Ouais. Merci. Donc, extrêmement rapide. 46 jours, c'est très court. Le cycle complet fait 5,50 m sur 8,70 m. C'est un objet qui est vraiment important, qui est donc au moment de la maîtrise la plus absolue de la technique d'Andrea del Sarto. Alors, moi, ce que je voudrais essayer de vous montrer à cet endroit, c'est qu'on est sur un tout autre objet par rapport à Ghirlandaio. Ghirlandaio, on est sur une structure symbolique. Là, on va être sur une structure totalement conceptuelle. Et donc, je vais essayer de vous montrer la structuration de cet objet. Petite remarque avant de s'enfoncer. Donc, on est donc comme toujours, hein, ça s'inscrit dans une structure. Vous remarquerez qu'évidemment les fenêtres sont sur la partie droite, donc pour la raison pour laquelle cet angle est éclairé alors que cet angle ne l'est pas à l'intérieur de la peinture. Et autre chose, sous la voûte, c'est rarissime de voir ça. Il y a cet objet qu'on va sans doute assez mal voir, qui est donc sur la voûte la représentation de la Trinité, qui est représentée telle que à la fin du 15e, Savonarola pouvait le vouloir, et représentée par une tête, une tête triface du Christ, et donc qui est très étrange, et qui est donc centré à ce niveau-là. On en reparlera dans la question des couleurs, entre la couleur de la Trinité et la couleur du couchant qui est là. Bon, j'en reparlerai à la fin, je ferai une conclusion avec ça. En tout cas, on va se réapprocher de l'objet. Donc la scène est structurée de cette manière-là. Donc, à l'inverse de Ghirlandaio, mais exactement comme Léonard de Vinci, Andrea del Sarto va réintégrer Judas à l'intérieur et puis à l'extérieur, et va suivre la lecture qui est celle de Jean, et de bien montrer qu'effectivement, Judas est bien, comme il est indiqué dans les textes, assis à la droite du Christ. Et donc Judas est là, ici, à cet endroit-là, et donc pour les mêmes raisons, il pose sa main sur la poitrine en étant étonné, etc. Le Christ lui tend un morceau de pain qui a été trempé, et de l'autre côté, Saint Jean s'inquiète évidemment de ce moment, l'annonce de la trahison, et le Christ lui pose la main dessus en signe de réconfort ou en signe de filia. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Et là, on est sur une structure un peu plus dramatique et un peu plus tendue que chez Ghirlandaio. Mais bon, je vais essayer de m'enfoncer dans ce tableau, et essayer de vous montrer un certain nombre de choses, et surtout des trouvailles que Andrea del Sarto fait pour cet objet. Je précise évidemment qu'à la différence de Ghirlandaio et de beaucoup de scènes, c'est une scène avec cette immense table blanche, et cette table blanche qui n'est couverte de rien d'autre que de quelques assiettes. On en reparlera tout à l'heure. Il y a une absence de verre à l'intérieur, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Pour comprendre le tableau, on va basculer sur la structure du tableau. Voilà. Ce tableau est structuré comme à peu près comme ça, enfin, j'imagine.
Ce qui veut dire que Andrea del Sarto a structuré le tableau d'une manière extrêmement précise, c'est-à-dire que c'est une grille d'une rigueur absolue, mais la grille, elle est d'une rigueur absolue, mais elle va produire deux choses. La première, c'est que le point de fuite converge sur la poitrine du Christ. Ok. Cependant, le point de fuite ne converge pas avec le centre du tableau, ni avec le centre de la cellule centrale. Ce qui pose, comme si souvent dans les tableaux, on en reparlera, une sorte de colonne conceptuelle à l'intérieur du tableau. Et cette colonne conceptuelle, elle est là. C'est cet écart qu'il y a entre cette ligne, où il y a mon petit curseur, cette ligne qui est là où passe le point de fuite, puisque le point de fuite est ici, cette ligne qui passe par le Christ, et celle-ci qui passe par le centre du tableau. Donc, la première chose, c'est qu'à l'intérieur de l'extrême rigueur du tableau et de la symétrie du tableau, il y a ce décalage qui pose une colonne. Alors, ce décalage, il a plusieurs raisons. Et la première raison, c'est qu'il met un espace de tampon entre le Christ et Judas qui est à côté. Et d'autre part, l'espace, la gouttière, elle passe exactement par le centre du tableau. Et elle passe évidemment, le Saint-Esprit est donc au-dessus. La couleur qui est en lien avec la question du Saint-Esprit, cette couleur du couchant de la fin de journée. Et donc, on est dans une continuité, comme dans tant de peintures chrétiennes, avec cette colonne centrale métaphysique qui renvoie évidemment à la présence du Saint-Esprit. Et donc le tableau est structuré par ça, est structuré par cet écart. L'autre chose qu'il faut remarquer dans ce tableau, c'est qu'il y a la trouvaille technique d'Andrea del Sarto, qui est une trouvaille extrêmement ingénieuse, c'est de faire une grille qui est horizontalement, qui est extrêmement instable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cellule horizontalement qui est la même. Ça semble, mais ça n'est jamais la même. Ce carré n'est pas comme celui-ci, n'est pas comme celui-ci. Il n'y a aucun carré qui est stable. C'est-à-dire que toute la grille verticale, elle est composée en fait par des éléments qui sont non répétés. Alors qu'à l'inverse, la grille horizontale, c'est répété. Ça, c'est le même carreau que celui-ci, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez sur la verticalité, vous avez quelque chose d'extrêmement dynamique qui ressemble à une sorte de feuilletage, ou en tout cas de trucs beaucoup plus dynamiques. Alors, j'en reparlerai parce qu'il y a cet élément en haut qui donne aussi un élément qui est extrêmement important. Alors que de l'autre côté, sur la question de l'horizontalité, le tableau est d'une extraordinaire stabilité et qui renforce évidemment la question de, comme chez Ghirlandaio, structurer une image profondément hiératique, profondément stable de cet instant où quelque chose se construit, qui est donc un instant historique. Et donc on a deux éléments qui sont extrêmement différents. Je vous remets l'image sans les lignes, pour qu'on puisse bien mesurer cette expérience, qui est une expérience d'un rythme extrêmement stable d'un point de vue vertical, d'un point de vue horizontal, et très instable d'un point de vue vertical. Et ça produit évidemment une structure dans le tableau qui est assez vertigineuse et qui est assez forte. Donc l'autre chose qui va être produite par Andrea del Sarto, c'est cette assez extraordinaire trouvaille de mettre en haut du tableau, alors, on voit l'immense différence avec celle de Ghirlandaio, de mettre en haut du tableau non pas un paysage comme chez Vinci, non pas un jardin ou un hortus conclusus comme chez Ghirlandaio, comme chez tant d'autres, mais de mettre, nouveauté totale aussi, de mettre une scène de genre. Et donc, c'est une coursive avec un balcon, et sur le balcon, deux personnages, un personnage oisif, qui a le coude, qui est accoudé sur la balustrade, et de l'autre côté, quelqu'un qui, lui, n'est pas oisif, quelqu'un ou quelqu'une. On y a vu probablement le portrait de son épouse adorée, mais ça aussi, ça reste totalement aléatoire. Mais en tout cas, quelqu'un qui, elle, ou cette personne, tient un plateau et qui renvoie à la question de l'activité humaine. Donc vous avez en haut cette espèce d'immense champ de la représentation de l'être entre inopérativité, opérativité, spectacle, pas spectacle, image, pas image. Qu'est-ce que ces personnes sont censées regarder? De quoi parlent-elles? En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à la question du service. Nous sommes dans un resto, au sens propre, dans un resto à l'intérieur duquel, ou d'une taverne, une taverne dans laquelle vous avez un certain nombre de personnes qui se réunissent. Alors là, ils se réunissent non pas pour jouer au Uno ou au tarot, ils se réunissent pour fabriquer une communion particulière et une structure métaphysique particulière. Mais le coup de génie d'Andrea del Sarto, c'est d'inscrire cet espace historique dans une scène de genre, à l'intérieur de quelque chose qui est un espace
totalement matériel et totalement humain. Ça, c'est quand même un coup de génie. Enfin, moi, je suis fasciné par cet objet et particulièrement par ce coup de génie de la scène de genre qui est au-dessus. Et donc, évidemment, ça déplace la chose, puisque vous avez à la fois quelque chose qui devrait être, au sens propre, cet agapé, c'est-à-dire cette expérience dans la communion, dans l'amour absolu, qui est celui qui est lié dans cette question de la communion. Et au-dessus, vous avez une scène beaucoup plus triviale, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus humaine, mais qui fabrique ce lien structurel entre l'humanité et le sacrifice qui est produit à ce moment-là par le Christ, et qui est ce sacrifice qui est produit évidemment pour l'humanité. Et voilà, je trouve qu'il y a un truc, un coup de génie qui est posé à cet endroit-là. Deuxième chose, et qui moi m'a beaucoup obsédé depuis très longtemps dans cette image, c'est à l'inverse de Ghirlandaio où la table est remplie d'un nombre incalculable de choses. Ce qu'on peut noter dans cet objet, c'est qu'Andrea del Sarto produit à l'inverse une scène qui est quasiment vide de tout objet et donc quasiment vide de symboles. Sur la scène, il n'y a que des assiettes creuses et quelques morceaux de pain. Il n'y a pas de verre, pas de cruche, pas de vin. Le vin, il est symbolisé ici sur le côté avec cette grande oinokoé qui est là, qui est à côté d'un des apôtres, qui est sur le côté et qui attend quelque chose. Et donc, pour en avoir discuté avec Raphaël hier, cette question a été... On peut énoncer cette chose qui est qu'effectivement, il n'y a pas besoin de représenter la coupe, puisque la coupe de la communion, en fait, c'est le Christ qui l'incarne. Et donc, elle est là, à cet endroit, et elle est posée en tant que telle, et c'est donc le Christ qui l'incarne, et qu'il n'y a pas besoin d'objet, et il n'y a pas besoin de valeur symbolique. C'est-à-dire que l'expérience de la peinture, l'expérience de cette communion, elle se fait comme acte, et pas comme visée symbolique. Et donc, évidemment, structuré autour de cette double chose, donc il faut imaginer cette gouttière virtuelle que j'ai montrée tout à l'heure, qui est là, vraiment sur le côté droit du Christ. Et à l'intérieur de cette structure, à l'intérieur de ce moment où cet être incarne une communion, cette communion, elle est structurée autour de deux ensembles, quelque chose qui est de l'ordre de l'hubris et qui est donc la trahison de Judas, qui est donc ici, et de l'autre côté de la philia, avec, à l'inverse de chez Ghirlandaio, où Saint Jean est effondré, couché sur le Christ. Là, non, le Christ pose juste la main sur Saint Jean, dans une tentative de réconfort dans ce moment de drame et dans ce moment de dramaturgie, puisque quelque chose se joue historiquement au milieu de tout ça. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre cette chose, cette concentration entre les deux temps avec cette gouttière au milieu. Et donc c'est important d'arriver à en mesurer. Et donc à partir de ça, vous avez ce centre avec ces deux personnages qui constituent la tension dramatique et conceptuelle de l'ensemble Judas et Jean. Et de l'autre côté, vous avez 10 personnages, 5 d'un autre, 5 de l'autre, qui sont les apôtres, qui vont se déployer, et qui vont se déployer avec une symétrie, puisque ici, ce personnage est symétrique à celui-ci est symétrique à celui-ci, puis ils se regardent de la même manière, etc., etc. Et donc, Sarto, à l'inverse de Vinci, qui construit un truc beaucoup plus chaotique et beaucoup plus dramatique, beaucoup moins stable et beaucoup moins intelligent, Sarto fait un truc qui est beaucoup plus tenu et qui est centré au milieu de cet objet qui a deux types de liens, qui est ce lien horizontal et ce lien qui est vertical. Et ce lien qui est vertical, qui est beaucoup plus chaotique puisqu'il est instable, évidemment, ce lien, c'est le lien avec l'humanité matérielle. Et de l'autre, on est sur une représentation d'un temps de l'histoire avec ces structures extrêmement dynamiques, enfin extrêmement stables et extrêmement cinématographiques. L'autre chose que je voulais énoncer, qui est extrêmement important pour comprendre ce tableau, qui est un travail, alors j'aurais pu avoir une meilleure image, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir une bonne image, et encore, c'est pas la pire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Andrea del Sarto, qui est un des très très grands génies de cette période-là, Andrea del Sarto était, on le sait parce que quand on visite l'endroit, on sait que Andrea del Sarto a fait construire un double mur derrière ce mur-là, un double mur avec des trous, pour permettre à ce que le mur de la fresque soit aéré et qu'il n'y ait pas d'humidité, ce qui permet de garantir un état de conservation exceptionnel de cette fresque. Et parmi l'état de conservation exceptionnel de cette fresque, on a un état de conservation des couleurs. Alors, commentaire sur la question des couleurs, parce que c'est extrêmement important. Il y a, à l'inverse je rappelle, on est en 1526-1527.
1525, c'est le sac de Rome, donc d'une instabilité politique extrême. 1527, c'est le début de la République à Florence, là aussi notre rapport d'instabilité, etc. Donc il faut comprendre aussi que cet objet prend acte autour de ça, et donc prend acte de ce qu'on appelle la fin de la Renaissance qui prend acte précisément à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du sac de Rome. Donc on est à la croisée de quelque chose qui est donc à la fin de cette période de la Renaissance qu'on appelle la Renaissance expressionniste, dont on reparlera tout à l'heure, et on est dans le début de ce qu'on appelle le maniérisme. Un des éléments qui est notoire à cet endroit-là, c'est de considérer que Andrea del Sarto n'a jamais utilisé dans ce tableau de couleurs primaires et de couleurs franches. Toutes les couleurs d'Andrea del Sarto sont des couleurs combinatoires. Et vous avez le bleu turquoise, vous avez toutes sortes de oranges, vous avez des mauves, vous avez des pourpres, vous avez des couleurs verdâtres et des couleurs liège. Il n'y a aucune couleur stable, jamais. Et particulièrement pour un personnage qui est évidemment notoire, je vous l'avais montré sur Ghirlandaio, mais là c'est encore plus notoire, c'est-à-dire que celui qui a les couleurs les moins stables, c'est évidemment Judas. Judas, il a les deux couleurs les plus instables depuis la Renaissance, qui sont évidemment le jaune, puisque le jaune est réputé pour cette instabilité, et donc une partie de son costume est jaune, et l'autre couleur, qui est la couleur de l'absolue instabilité pour le Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, qui est le vert. Le vert ne tient pas, le pigment vert ne tient pas, il s'oxyde, le pigment vert bouge. Et ce que fait Sarto, c'est d'utiliser un vert oxydé pour l'habit de Judas, et en plus d'être un verre oxydé, c'est un tissu moiré. C'est-à-dire c'est un tissu qui, dans la peinture, est un tissu de l'expérience du mouvement, du changement et de l'instabilité. Et donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que ce personnage central qui est à ce moment de doute et d'incrédulité, puisque lui assume que c'est pas lui qui trahira, mais pourtant c'est lui qui le fera. Et donc la manière avec laquelle Andrea del Sarto a représenté ça, c'est évidemment par la question à la fois la fermeté du visage et de cette instabilité des couleurs qui sont représentées sur ce tableau. Vous retrouvez d'autres moirés, hein. Il y a un moiré qui est ici aussi. Et donc cette fresque est étonnante parce qu'elle tient sur cette question d'un des prémices de ce qu'on appelle le maniérisme. Ce prémisse, c'est sur l'instabilité des couleurs. Et donc évidemment sur une tension. Alors j'ai oublié de les mettre dans le fichier, mais on a conservé à Florence, ont été conservés un nombre assez incalculable de dessins préparatoires d'Andrea del Sarto pour ça. Et les dessins préparatoires sont étonnants, particulièrement pour une chose, et qui fondent cette expérience si particulière de cette fresque, c'est que toutes les esquisses d'Andrea del Sarto représentent cette chose, sauf que Andrea a dessiné les jambes en transparence sous la nappe. C'est-à-dire pour être absolument sûr que la position des figures soit à la bonne endroit et que leur tension plastique soit parfaitement juste. Et c'est ce qui donne évidemment à la fois cette impression si étonnante de cette nappe blanche et l'impression si étonnante que les pieds correspondent parfaitement à l'ensemble des mouvements des personnages. Toute la structure de la teneur dynamique des corps est absolument et parfaitement respectée. Avant-dernière chose à vous dire, la trouvaille évidemment, parce que la grande trouvaille d'Andrea del Sarto, c'est évidemment cette scène de genre au-dessus, qui est donc liée à la question de l'espace le plus métaphysique, puisque la scène de genre jouxte l'espace métaphysique qui est représenté évidemment avec le même violet que la Trinité est représentée sur le médaillon du dessus. Et l'autre trouvaille, c'est évidemment d'avoir structuré le tableau à partir de deux espaces de l'abstraction, qui sont évidemment cette grande nappe blanche, mais évidemment ce grand mur qui est totalement vide. Et que ce mur totalement vide, il dit évidemment une chose, il produit une séparation, il produit quelque chose qui est très étonnant dans la question de ce tableau. Donc, première conclusion, on est donc à un moment de la très grande technicité d'Andrea del Sarto, à son moment le plus important. Andrea del Sarto, que je considère comme étant un des peintres les plus importants de la Renaissance, de la fin de la Renaissance italienne et de la fabrication du maniérisme. Je renvoie par exemple à la Madonna delle Harpies qui est conservée aux Offices, qui est d'une tension et d'une expérience comme représentation des figures et de leur teneur dans un espace plastique qui est assez incroyable. Et donc cet objet, il est fascinant pour cette question-là.
Et parce qu'il est évidemment l'expérience de ce qu'on appelle la fin de la Renaissance et le début du maniérisme. Et dernière petite chose à vous dire sur cet objet, qui n'est pas des moindres, puisque c'est une chose qui est, pour des questions historiques, c'est assez important. Et donc je vous montre ça, qui est donc une gravure qui a été réalisée dans le tout début du XVIIe siècle par Theodor Kruger, qui est une gravure qui a été réalisée vers 1610. Ce qu'il faut savoir, et que c'est une chose qui est très étrange dans l'histoire de l'art, les fresques, la fresque d'Andrea del Sarto a donc été réalisée en un temps record, en 1 mois et demi, entre 1526 et 1527. Il faut savoir que pour des raisons historiques, pendant les guerres de 1530, cet objet a été épargné, ce qui est déjà très étonnant, mais surtout qu'en 1534, le couvent San Salvi va changer et va devenir un couvent pour femmes, avec une règle ultra stricte. C'est-à-dire, à partir de 1534, pour des siècles et des siècles, plus personne n'a jamais vu cet objet. Plus personne. Il a fallu attendre bien plus tard, des siècles plus tard, pour que le Cenacolo di San Salvi s'ouvre et qu'on puisse redécouvrir. Alors, ce qui a permis évidemment, la qualité de conservation de manière assez excellente, et que pendant des années et des années, la connaissance de cette pièce d'Andrea del Sarto s'est faite à partir de cette gravure, de ce peintre né à Hambourg et qui a vécu toute une grande partie de sa vie d'artiste à Rome, et qui est ce graveur absolument génial, qui est Theodor Kruger. Et le dessin a été fait par Domenico Falcini et la gravure a été réalisée par Theodor Kruger. Donc c'est aussi, là aussi, un autre truc sur la question de la connaissance, c'est-à-dire pendant des siècles, on a connu ce tableau, pas du tout par sa couleur, mais on a connu ce tableau par une dramatisation qui est passée par le noir et blanc. Et là où, évidemment, le génie de Kruger, c'est d'avoir réussi à tenir l'expérience de cet objet.